Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En avril dernier, je le recevais, puis il venait de nous parler de son livre « Pour le voir, vous devez y croire ». Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce premier livre, alors on sait que mon invité a frôlé la mort alors qu'il était tout jeune. Dans son premier livre, il démystifie les facultés psychiques humaines dites paranormales. Il récidive avec un deuxième volume dont le titre « Changer d'opinion, ce n'est pas assez, vous devez y croire ». Alors, mesdames et messieurs, l'auteur, M. Martin Beaulieu. M. Beaulieu, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Est-ce qu'on peut dire que ce deuxième volume, c'est la suite du premier? Est-ce qu'on peut dire ça? Le deuxième volume, c'est une partie du premier, mais expliquée plus en profondeur, plus large, plus concrètement. Le premier, j'essayais de voir toute la table, si on veut. OK. Dans le deuxième, on a pris une partie, puis je l'ai vraiment détaillé, plus d'exemples, plus de temps pour expliquer le fonctionnement. Donc, les gens comprennent, en lisant le deuxième, une partie du pourquoi. Donc, c'est un peu la suite du premier, mais avec des explications plus précises. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Plus précise, on va moins vite, on va plus en détail. On a appris des commentaires du premier aussi, donc on a amélioré peut-être le livre un petit peu. C'est sûr, M. Beaulieu, que, bon, on a beaucoup de questions, fait qu'on va essayer d'y aller avec des réponses. Je sais que c'est pas facile, des réponses brèves dans ça, ouais, sauf on va essayer, mais je vais vous laisser aller quand même s'il y a des... Dans certains cas, on ne peut pas couper court. Bon, mais c'est ça, exactement, oui. On va essayer de faire oui et non. Alors, quand vous concluez, ces effets psychiques sont effectivement naturels et intrinsèques à chaque être humain. Vous voulez dire quoi avec ça? Dès la naissance, un enfant va ressentir son environnement. Il va avoir des prémonitions, intuitions beaucoup plus que nous. On connaît tous un enfant qui dit « Maman, il y a un monsieur dans ma chambre ». On ne le voit pas, mais pourquoi tous les enfants diraient ça? Donc, au niveau de la perception de l'enfant, c'est plus large. Il va ressentir des présences beaucoup plus. Par contre, lorsqu'on dit à l'enfant « Non, il n'y a pas de monsieur dans ta chambre », on se programme ou on programme l'enfant à ne pas percevoir. C'est un peu pour ça que je dis à la naissance, on le ressent, mais pas en vieillissant, on le perd à cause que notre société ne valorise pas ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui unit télékinésie, prémonition, télépathie, énergie guérisseuse, voyance, vision à distance, faculté de médium? Parce que dans votre livre, vous parlez de tout ça qui semble être un tout. Oui, exactement. Les facultés psychiques, c'est percevoir une information. Si on prend une prémonition ou une vision, c'est la même chose. La prémonition, c'est directement la conscience. On sait qu'un événement va se produire, tandis qu'une vision, on va voir l'événement. Exemple, quelqu'un qui ne veut pas rentrer d'un avion, à la porte, il vire de bord. Il peut ressentir que l'avion, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il peut avoir une vision que l'avion tombe. Mais c'est une information dans les deux cas. C'est juste le mode sensoriel, si on veut, qui fait la différence. Parce que ça ne s'avère pas toujours réel. Non, il y a des fausses alertes. Avec le temps, on parvient à différencier ce qui est une imagination du cerveau et ce qui est vraiment une perception. Mais au début, lorsqu'on tente d'y porter attention, au tout début, il y a peut-être 95% d'erreurs. Un an plus tard, on est peut-être rendu à 50%. Et avec le temps, Parce que ça arrive beaucoup, ce M. Beaulieu. Hein? Ça arrive à peu près à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi aussi. Oui. Ça arrive à plusieurs personnes. Moi, ça ne me tente pas d'aller là. Il me semble que je sens que ça ne marchera pas. Exactement. C'est que on dit notre sixième sens. Notre intuition, ça englobe tout. C'est une information qu'on perçoit, une information sur laquelle on peut réagir. Et une information, on est à l'écoute, donc on n'a pas besoin de transe comme un médium. On n'a pas besoin, comme énergie guérisseuse, énormément d'entraînement. Donc, percevoir, c'est extrêmement facile. Je vous dirais que plus de 90% des gens qui ont quelque chose au niveau psychique vont percevoir. Seulement 10% vont aller plus médium, des trans, voyages astrales. Oui, ça, on va en revenir un petit peu plus loin parce que vous en parlez quand même assez souvent dans le livre et vous donnez un paragraphe de ça qui est vraiment, là, c'est vraiment bon à lire en tout cas. Merci. Je vous le dis. Est-ce qu'on peut dire, M. Beaulieu, que pour tout individu qui n'a pas vécu une expérience aux frontières de la mort, comme vous avez passé, vous,
on a de la difficulté à croire en ces phénomènes-là? La façon que l'on croit en quelque chose, c'est la façon dont nos expériences de vie, nos connaissances, notre formation, notre cheminement fait qu'aujourd'hui, on croit ou on ne croit pas à quelque chose. On peut croire qu'il n'y a aucun danger de se promener la nuit. Un soir, on se fait agresser, on devient plus peureux. Donc, nos croyances se modifient, notre façon de percevoir. Faculté psychique, si, lorsque nous étions jeunes, nos parents, la famille disaient « ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas », lorsqu'on est rendu adulte, dans la majorité des cas, on dit « ça n'existe pas », on ne les perçoit pas, on ne les ressent pas, donc on n'y croit pas. Donc, les croyances vont avec tout ce qu'on a appris, notre cheminement depuis notre naissance. Et notre voisin à côté, si au lieu de jouer aux cartes, il jouait à patience, mais s'il jouait au tarot, s'il parlait de vie après la mort, s'il parlait des anges, dans cette famille-là, il va y avoir beaucoup plus d'enfants ou de membres qui vont ressentir intuition, prémonition, ça va être plus... l'occurrence va être plus élevée parce que ça a été fait ouvertement. Et les gens ont porté attention. Donc, comme je dis tantôt, je ne sais pas si je devrais y aller, j'ai un mauvais feeling. Une famille va dire, gars, je suis basé sur rien, puis l'autre va dire, oh, je vais me fier à mes feelings. Donc, la différence vient de là. Créer un effet Zénon quantique sur le cerveau. Ouais. Zénon quantique sur le cerveau, moi, honnêtement, là... Celle-là était pas évidente? Elle n'est pas évidente, puis très honnêtement, à l'âge que je suis rendu là, j'en ai vu des choses en masse, mais ça, j'avais vraiment jamais perçu ça, j'avais jamais vraiment lu ça. Ce nom-là m'était complètement inconnu. C'est quoi l'effet Zénon quantique? Premièrement, c'est une loi ou un principe de la physique quantique. La physique quantique, on ne le voit pas au quotidien, donc on n'est pas habitué. C'est une manière dont fonctionne le cerveau. Un effet Zénon, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Aldée Zénon disait aux archers, si vous tirez une flèche, tant que vous allez la regarder, elle ne tombera pas. Lorsque vous allez à perte de vue, bien, elle va tomber rapidement. Fait que l'archer qui tirait le plus loin, dans sa tête, c'est celui qui la voyait le plus longtemps. Donc, évidemment, il s'est trompé, c'est la gravité qui fait que la flèche tombe. Mais dans les années 60, les physiciens sont aperçus que lorsqu'ils regardaient une particule quantique, tant qu'ils la regardaient, elle ne s'effaçait pas. Fait que là, on dit c'est comme l'histoire d'Aldée 500 ans avant Jésus-Christ. Ils peuvent la regarder 2 semaines, elle est là. S'ils tassent la machine une fraction de seconde, elle est disparue. Et le cerveau, dans les années 90, ont aperçu qu'il fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on a une pensée, tant qu'on y pense, elle va demeurer dans le cerveau. Là, si on dit « Hey, Gabi, telle chose », là, tu vas dire « Bon, je pensais à quoi, là? Je vous ai fait perdre votre pensée. » Donc, le cerveau crée un effet Zénon. Il tient réel une pensée du simple fait qu'il y pense. Ça fait un grand terme, mais dans le fond, c'est une petite logique simple. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on pense longtemps à une pensée, mettons un succès, le cerveau va développer un réseau de synapses, il va se programmer en fonction de cette pensée-là. Donc, si vous dites dans la vie, je vais échouer, vous allez planter. Si vous dites, je vais réussir, ça explique un peu. C'est sûr que le positif et le négatif dans la vie, on en a déjà parlé. C'est une question d'attitude. Exactement, parce qu'une personne qui est toujours négative, ça va aller mal. Bien, ça ne peut pas aller bien, c'est sûr. Non, parce que le fait qu'elle pense négatif, effet Zénon quantique, programme son cerveau à c'est échouer. ça. Donc, la personne qui dit le temps, non, ça, là, je ne peux pas faire ça. Ah non, regarde, je ne suis pas capable de faire ça. Regarde, demain, je ne suis pas sûr que ça va aller mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi qu'on ne dit pas, demain, ça va aller mieux? Ça, je suis capable de le faire. Mais je vais l'essayer. Je ne suis pas sûr de réussir, mais je vais l'essayer. Savez-vous pourquoi qu'on ne dit pas? Parce qu'on ne sait même pas que ça a un impact réel sur le cerveau. On programme notre vie à penser qu'on réussit ou qu'on échoue. Si on dit un enfant, vous ne réussirez rien dans la vie, tu ne réussiras pas, moi j'ai échoué, on vient de le programmer à échouer. Bien là, on en vient sur ça, là, allons-y. Justement, monsieur Boulay. Quand vous dites, j'ai rarement l'impression d'être face à un problème, on en parlait, mais plutôt un défi. C'est ça. C'est pas un problème, mais un défi, car vous avez programmé votre cerveau à réagir de cette façon. Exactement. Comment on programme un cerveau? On dit j'ai un problème par perception, c'est gros, c'est complexe, c'est difficile. Mais si on dit un défi, ça nous pousse à essayer de trouver la réponse, une façon de contourner. C'est une façon de perception. On parlait tantôt pensée positive, pensée négative. Oui. Donc, c'est une façon de programmer le cerveau à chercher une réponse de façon « Hey, un défi, j'y vais ». Plutôt que « Oups, un problème ». On se calme puis on déprime un peu. Voilà, la réaction biologique est différente. Et pour le programmer, c'est, comme on disait, une pensée. Un effet Zénon quantique, moi, non, c'est pas un problème, c'est un défi, il faut trouver la réponse. À la longue,
une dizaine de semaines sur le fait intensif, le cerveau se reprogramme, fait effet de neuroplasticité, et en se reprogrammant, il va répondre de façon automatique comme un ordinateur. Ah, telle chose, c'est un défi. Telle chose, c'est un défi, c'est pas un problème. Donc, c'est la façon de le percevoir. Ça veut dire on peut dire que les pensées négatives ont vraiment un effet pervers. Pervers total. Et c'était tellement majeur. Négatif, positif, il n'y a pas eu de recherche comme telle. Mais prenons arachnophobie, avoir peur des araignées. Okay. À l'Université de Montréal, ils ont photographié le fonctionnement du cerveau d'une personne qui a peur des araignées. Donc, ils mettaient une tarentule, la personne, il photographiait le cerveau, il voyait toutes les zones qui travaillaient. En une dizaine de semaines, ils ont amené la personne à reprogrammer son cerveau, donc pensée positive, pensée négative, mais dans ce cas-là, c'était de ne plus avoir peur à l'araignée. Et 10 semaines après, 80 des personnes qui ont participé n'avaient plus peur à la tarentule, elles se promenaient sur eux, et en posant le cerveau face à la tarentule, le cerveau réagissait vraiment d'une façon différente. On a les photos avant et après la programmation. Donc, ils ont littéralement reprogrammé le cerveau de la personne. Parce que moi, j'en connais des personnes, il y a des personnes qui sont, excusez l'expression, qui sont full positives. Oui. Comme disent les jeunes, là, full positives. On fonce. On fonce. Puis par contre, j'en connais aussi que ça fait des années et des années, moi, que je rencontre ces mêmes personnes-là, ça n'a jamais changé. Il fait beau soleil, pour eux autres, il va pleuvoir. Il fait doux l'hiver, demain, on va geler. Tu sais, on ne vit pas le moment présent. On anticipe toujours le futur, mais dans le négatif. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on parle de, mettons, de météo au Québec, on est doué pour vivre de la météo. Les gens, c'est 9 sur 10 en se levant le matin. Canal météo, on veut voir qu'est-ce que c'est qu'il en fonction de demain, mais pas du moment présent. Je ne sais pas pourquoi une société occidentale, on vit beaucoup dans le futur, que ça va être demain, après-demain, tout ça, mais aujourd'hui, le moment présent, on n'y porte pas attention. Peut-être c'est le train de vie qu'on a. Dans d'autres sociétés, c'est le présent. Quand on dit Indian time, la vitesse amérindienne, si on va dans les communautés, ça ne presse pas. Aujourd'hui, il fait beau, on va à la chasse. Demain, on travaillera. Donc, vous voyez, c'est une action différente qui est plus vers le présent, mais je crois que c'est une question de société. Monsieur Beaulieu, quand on lit vos deux livres, moi j'ai lu les deux livres. Le premier, rapidement, parce que l'émission s'en venait. Et je vous remercie d'avoir envoyé celui-là durant l'été où on est plus calme. J'avais du temps. J'avais du temps, exactement. Alors, c'est pour ça que je l'ai lu lentement. Puis, mais dans ça, là, j'ai pris une note. Oui. Puis cette note-là revenait tout le temps. Alors, ça veut dire qu'il faut que je lui pose cette question-là. Hein? C'est évident. Allons-y. Moi, là, je me suis toujours demandé pour vous, est-ce que vous croyez à la voyance, au médium? Puis, j'ai été jusqu'à me poser la question, est-ce que vous êtes un médium parce que vous percevez vos infos par des esprits ou quoi? Est-ce que vous considérez comme étant un médium? Je ne me considère pas comme un médium. Un médium, c'est quelqu'un qui va se mettre dans un état de conscience second, en transe, un peu comme si on mettait le cerveau sous hypnose pour aller plus au niveau psychique. Cette personne-là va aller chercher une information pour la transférer à quelqu'un d'autre ou pour elle-même. Moi, je vais ressentir une présence, mais je ne vais pas aller chercher une transe comme un médium, je ne vais pas pour chercher une information comme telle. C'est moi au quotidien. C'est comme si j'avais une autre paire de yeux. Je ressens d'autres choses. Je fonctionne avec un peu plus, je prends plus de variables pour prendre une décision. J'ai un mauvais feeling, tout a l'air bon, non, un mauvais feeling, ça veut dire que j'y vais pas. Donc, je vais me baser un peu plus là-dessus, mais c'est pas... médium, oui, ça existe, et je peux vous dire qu'il y en a qui sont vraiment impressionnants. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans au travers. Mais au niveau de personnel, non, je ne me considère pas comme un médium. Puis vous croyez aux médiums? Oui. On pourrait biologiquement savoir que la personne est en transe, qu'elle perçoit une information selon le type d'onde émise par le cerveau. Donc, on pourrait valider, voir une personne si elle est réellement médium ou si elle imagine la situation. Dites-moi une chose, M. Beaulieu. Moi, j'ai côtoyé des médiums, chose que je ne fais plus aujourd'hui, pour des raisons personnelles. J'ai côtoyé ces personnes-là. J'ai fait beaucoup d'émissions télé avec eux autres, que je ne fais plus aujourd'hui. Un médium s'assoit près de moi, apparemment.
parce que j'ai de la misère avec ça, beaucoup de misère, apparemment peut ressentir ce que je ressens, peut voir dans mon futur. OK. Puis, quand on lit votre livre, est-ce que c'est un peu la même chose qu'un médium? Est-ce que vous voyez en moi ce matin, est-ce que vous voyez en moi des choses qu'un médium pourrait voir? Non, parce que le médium va vraiment aller chercher au niveau de ce qui vous suit. Okay. On va parler de l'ange gardien, tout ça, évidemment, il n'y a pas de preuves scientifiques. Mais moi, si aujourd'hui vous auriez quelque chose qui vous tourmenterait, là, vraiment, vous cacheriez quelque chose à la maison, exemple, ou un état de santé, vous seriez ici, vous direz ça va bien, sinon ça ne marche pas, Gabi. C'est quoi qui va? Là, je vais ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un médium a peut-être cette capacité-là. Mais quand je vois un médium, puis quand on dit diseuse de bonne aventure, voir l'avenir, là, je mets une différence entre les deux. Okay. Donc, le médium, c'est vraiment interagir au niveau psychique, mais de façon délibérée et intentionnelle. Quand on dit voir dans le futur, je ne crois pas personnellement qu'il est écrit pour chacun, peut-être les grandes lignes, là. Mais comme aujourd'hui, vous n'enlignez pas pour être premier ministre du Canada, donc votre futur est quand même un peu fixé. Pas ça. Non, c'est différent. Pas ça. Non. Donc, vous voyez, il y a quand même un chemin, peut-être un petit peu pour chacun, mais je crois que le futur, je le prends avec un certain bémol. Parce que vous ne jouez pas dans le futur avec vos livres. Non, pas du tout. Du tout. Vous expliquez des choses. Ce que je veux, c'est que les gens, ceux qui le vivent, aient les outils pour comprendre ce qu'ils vivent et pourquoi. Ou comprendre pourquoi que d'autres le vivent. Mais je ne veux pas jouer Dieu de bonne aventure. Quand je n'ai pas à réponse, je ne l'ai pas à réponse. Là. On dit que tout l'univers repose sur les quantas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le quanta, c'est une particule qui est plus petite qu'un atome. Donc, c'est la base, selon les connaissances actuelles, de tout ce qui existe dans l'univers. Qu'on prenne un être humain, un ordinateur, une galaxie, ce n'est que des quantas. Donc là, ce qu'on réduit, souvent on dit la table, ce n'est que du vide à cause des atomes, mais les atomes eux-mêmes sont constitués que de vide, d'énergie. Donc les quantas, si on y voit un peu plus concret, c'est leur puissance énergétique, c'est calculé sur la constante de Planck, la constante de la lumière d'Einstein, de la gravité de Newton et la constante de Planck, c'est les trois fondements de l'univers. Et au niveau quanta, il y a aussi l'équation de Schrödinger. C'est beaucoup au niveau mathématique, c'est complexe, mais c'est ce qui permet de comprendre vraiment comment tout fonctionne. Que ce soit une étoile ou que ce soit une pensée, c'est basé sur la même base. M. Beaulieu, là, j'ai une question, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions dans une question. OK. On va aller avec l'intuition. Oui. L'intuition, c'est 90% d'information et 10% d'énergie. Oui. Ça revient un peu comme au médium quand on dit qu'il y a 10% en énergie. Prémonition, 80% information, 20% énergie. Oui. Médium, 50% info, 50% énergie. Puis, on parlait de 10% tantôt. Alors, vous dites prémonition, 80% info, intuition, 90% info. Et plus loin, dans votre livre, vous dites qu'une prémonition et une intuition devraient être le fruit du hasard. OK. C'est que on démystifie lorsqu'on anticipe, là, un petit peu en physique, on aurait le principe d'incertitude d'Eisenberg, qui est tout est en place pour qu'une situation se produise. On n'a pas encore le pourquoi ni le comment, mais c'est comme si ceux qui font des intuitions prémonitions ressentaient ces phénomènes-là, comme s'ils anticipaient. Okay. Et au niveau psychique, percevoir une information et on réagit. Une prémonition, là, c'est quelque chose qui rentre. Bon, il porte attention, donc on émet une certaine quantité d'énergie pour percevoir plus efficacement ou y porter attention. Un médium peut s'asseoir à une table et essayer de se trouver un ami, une énergie. Mais habituellement, il va ressentir une présence et après ça, il va se mettre en transe. Donc, il y a une partie d'information qui rentre et une partie d'énergie en se mettant en transe pour aller chercher l'information un peu plus précise. Parce que c'est pas avec le cerveau, selon moi, actuellement au niveau des recherches, les miennes et ailleurs, surtout au niveau des laboratoires, c'est pas le cerveau qui perçoit au niveau psychique. Le cerveau ne serait qu'un ordinateur. Donc, si vous voyez un fantôme, à moins qu'il se manifeste très, très, très clairement, ça ne sera pas via les yeux, c'est vraiment au niveau de votre conscience que vous allez percevoir l'information. Pourquoi il y a des personnes qui ont plus d'intuition que d'autres? Parce qu'ils portent attention à leur intuition.
C'est intéressant de ce que vous dites là. On a parlé de programmation positif, négatif. On a parlé d'un enfant, là, le monsieur dans ma chambre, là. Non, ça n'existe pas, cet enfant-là, on le bloque. Aujourd'hui, Gabi, vous dites, moi, je veux sentir. Je veux ressentir l'intuition. C'est-tu correct, ça va bien aller? Je veux en voir si la personne est à l'aise ou pas. Le fait que vous y portez attention au niveau du cerveau, au niveau de votre conscience, tout se met en place pour que vous le perceviez plus facilement. C'est une question de temps. On peut le faire de façon intentionnelle ou à l'occasion. Mais le fait d'y porter attention, vous allez percevoir plus facilement. Et c'est ça qui est intéressant. Dans le deuxième année, je vois beaucoup là-dessus. Pourquoi une personne ne ressent rien? L'autre, juste à côté, ressent quelque chose. Ce n'est qu'une question de programmation du cerveau, de croyance. C'est pas le cerveau va sentir plus, c'est que lorsqu'il y a quelque chose, une perception au niveau psychique, le cerveau va se calmer un petit peu pour qu'au niveau de la conscience, on porte attention. Le cerveau émet du bruit, si on veut. Bon, les yeux voient quelque chose, les oreilles entendent. Là, on est en neuropsychologie. Oui, exactement. Mais ça, M. Beaulieu, ça veut dire que chaque être humain est un peu un médium, d'abord, à ce moment-là. Chaque être humain est un peu un médium, mais n'y porte pas attention, nécessairement. Chaque être humain a la capacité de tout percevoir, mais n'y porte pas attention. Certains oui, d'autres non. On est tous uniques dans le sens qu'on est le résultat de toutes nos expériences de vie. On peut avoir deux jumeaux de la naissance jusqu'à 18 ans. Un vit une mauvaise expérience en automobile, il va conduire plus calmement, plus sécuritairement que l'autre. Donc, une première expérience vient d'influencer sa façon de fonctionner. À 60 ans, ils ont beaucoup de traits communs, mais la vie les a amenés à percevoir différemment. Ça veut dire qu'à ce moment-là, deux jumeaux identiques. Identiques. On parle de jumeaux identiques. Vraiment, là, deux jumeaux identiques, même s'ils sont à des milliers de kilomètres un de l'autre, ils vont ressentir un l'autre, mais leur façon de fonctionner dans la vie, même si à la base ils sont identiques, le cerveau c'est un ordinateur. Donc la programmation, au fil des expériences, va les emmener un petit peu à se différencier un de l'autre. Parce que j'en reviens à une chose, puis je vais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, M. Beaulieu, c'est que mon père et mon oncle étaient des jumeaux identiques. Okay. La journée que mon père est décédé, mon oncle n'a pas bien filé de la journée. Oui. C'est pas inhabituel. Je pourrais vous conter l'histoire d'une personne, deux jumeaux identiques, il devait avoir à peu près 1000 km entre les deux. Tout d'un coup, un travaillait au bureau, puis mon frère vient de décéder. De même. Il vient de mourir. Prends les autres au bureau. Tu dis, voyons, non, ton frère vient de décéder. Qui t'a appelé? Personne. Je le sais. Prends le téléphone, tu m'as appelé la famille. Personne ne le savait. Et un peu plus tard, la police est arrivée et a dit, bon, tel monsieur est décédé d'un accident sur la route, qui était le frère jumeau. Mais lorsqu'il a dit, il vient de décéder, ils ont pris l'heure et ça correspondait à quelques minutes avec le rapport de police de l'accident. C'est donc dire on voit ça chez des jumeaux identiques, mais chez n'importe qui. Mais chez deux êtres humains. C'est possible aussi. La télépathie, là, se brancher ensemble, c'est prouvé en laboratoire. Le cerveau fonctionne à peu près à 1000 impulsions secondes. Donc, c'est l'actualisation du cerveau est à peu près de 1000 fois la seconde. Ça peut être 950, ça peut être 1050 pour les individus, mais c'est à peu près 1000. Et deux personnes qui se mettent dans des scans, qu'on voit le rythme du cerveau, ils pensent un à l'autre et 8 fois sur 10 en 10 secondes, les cerveaux vont se mettre sur la même fréquence. Exemple, 988. Et vu qu'on recommence et qu'on recommence, on bat les statistiques. Donc, on démontre la télépathie. Les cerveaux se séquencent. Ça veut dire, M. Beaulieu, qu'en haut des épaules, c'est tout un laboratoire qu'on a là? Si on prend toute science, même si on inclut l'informatique, toute science confondue, archéologie, astronomie, tout, là, il n'y a rien que l'être humain connaît qui est plus compliqué dans l'univers que le cerveau humain. C'est plus facile d'expliquer une galaxie avec tout ce qu'il peut y avoir là-dedans que le cerveau humain. On dit que les guérisseurs, puis ça c'est vrai si on se reporte peut-être, on va dire une centaine d'années passées, environ. Les guérisseurs, les médiums étaient dénigrés, on les associait aux malédictions, à la sorcellerie, au satanisme. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Aujourd'hui, on ne pense plus ça. Non. Mais c'est vrai que dans les années, au début du 20e siècle ou du 19e siècle, c'était ça. Imaginons qu'un guérisseur, on a vraiment un problème. Que le guérisseur parvient à nous guérir. On va dire, oh, il est spécial, il réussit à guérir. Et dans ce temps-là, on croyait plus au Dieu qu'un petit dé. Là. Oh, Et
Donc, on associait qu'il y avait une capacité quelconque. Et à l'inverse, si ça allait mal dans le village, on dit ça doit être lui, il y a une capacité. Fait qu'ils en ont grillé quelques-uns sur le bûcher, quelques-uns et quelques-unes. Là, à peu près 200 ans, la science est arrivée avec une médecine moderne, si on prend juste le côté médecine. Et ils sont aperçus, dans l'Institut Pasteur, tout ça, qu'un vaccin avait l'effet de plusieurs médiums et de plusieurs avait une capacité. Oui. Donc, on a mis tout ce qui était psychique de côté pour aller uniquement sur le médical. Donc, les molécules médicales permettaient de guérir des maladies. Et aujourd'hui, les médecins vont guérir un cancer, vont guérir à peu près n'importe quoi avec les moyens modernes. Ce qui se passe présentement, depuis à peu près 15 ans, c'est que dans les laboratoires, ils semblent démontrer que, bon, un état de conscience mystique est prouvé en laboratoire, la télépathie est prouvée. Là, ils commencent à dire peut-être qu'ils n'étaient pas si fous que ça, les médiums, dans le temps. Moi, je crois que la façon dont ça évolue au niveau des recherches laboratoires, probablement dans 20 ou 30 ans, on va avoir le médecin qui va s'occuper de notre biologie, du corps, et on va avoir peut-être le médium qui va peut-être être une sorte de psychologue, psychiatre, qui va s'occuper au niveau psychique, qui va aller en programmation du cerveau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous parle? Parce qu'on peut savoir, exemple, si une personne entend des voix ou si elle les imagine. On peut le savoir médicalement. Donc, la science, la technologie est rendue là. Et que si elle entend réellement des voix dans une salle sans stimuli, ce qui est biologiquement impossible, on est capable de le prouver. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle qui n'est pas dans la salle, là. Donc, on donne un avantage aux médiums. Est-ce qu'on peut influencer le hasard? On peut influencer le hasard. On peut... le fait d'anticiper une situation, exemple, on a le feeling que ça va mal. Je ne sais pas aujourd'hui. Bon, on va partir avec des Tylenol. On peut modifier un peu la suite des choses. Là. Il y a possibilité d'influencer. Il reste 1 minute à peine, monsieur Beaulieu. Puis j'ai 3 questions rapides à vous poser. Êtes-vous un écrivain provocateur? Non, je suis un écrivain qui dit ce qu'il a à dire. Mais pas dans le but de provoquer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en laboratoire et je trouve ça plate que les gens ne soient pas au courant et qu'on mette ça encore tabou. Que représente la mort pour vous? C'est un retour à la vie, je pense. Parce que si la conscience survit à la mort, une expérience de mort imminente, on l'a prouvé. On décède, puis comme un enfant de 5 ans avait dit à ses parents, on recommence d'un autre bébé. Donc, la vie après la mort, vous y croyez? Et la vie avant la mort aussi. Selon moi, le corps humain n'est qu'une machine. Et les recherches en laboratoire tendent sur ce côté-là. La réincarnation, vous y croyez? La religion catholique est la seule religion au monde qui ne croit pas à la réincarnation. Et ça a commencé en l'an 533, et on sait pourquoi. Il voulait tasser un évêque qui était mal vu à Rome, qui croyait, lui, à la réincarnation. Toutes les autres religions et croyances dans le monde croient à la réincarnation. Pour vous, le corps humain, c'est quoi? C'est un robot piloté par une conscience. Ça correspond en physique quantique et en neuropsychologie. Les laboratoires, présentement, essaient de le prouver, mais c'est vraiment, on contrôle le cerveau. Monsieur Beaulieu, merci infiniment. C'était très, très, très intéressant. Puis on vous attend pour le tome 3. OK. C'est beau? On travaille dessus. Merci beaucoup, Monsieur Beaulieu. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle et je vous souhaite une bonne semaine. Merci.